Bonjour tout le monde, hello Léa. Hello! Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat en premier lieu. Bonjour Najima. C'est trop Euh, cool. oui. Hello tout le monde. N'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous nous regardez, comment vous avez eu connaissance de cet événement. En tout cas, moi, je suis hyper ravie d'être là ce midi avec toi, Léa. C'est un vrai plaisir. Je pense que la bonne majorité d'entre vous connaissent Léa, mais n'hésitez pas à nous le dire si vous connaissez Becoming Léa sur les réseaux. Si vous connaissez aussi la Fondation Adatex School, vous avez peut-être déjà participé à des événements. L'idée, c'est d'entrer assez vite dans le vif du sujet. Moi, je vais juste vous dire un mot sur la Fondation Adatex School, donc, qui organise cet événement en collaboration avec Léa. Pour revenir aux bases, donc à Datex School, on est une école qui forme le métier de la tech, donc au développement logiciel, à la data, au DevOps, sécurité, etc. Gestion de projet IT aussi. On forme principalement des personnes en reconversion en 9 mois puis en alternance. Et donc par le biais de la fondation Datex School, on essaye de rendre ces métiers plus accessibles, notamment en organisant des événements comme celui-ci, comme celui d'aujourd'hui, pour permettre de s'initier en toute bienveillance, de poser ses questions, ou même d'entendre les témoignages de personnes qui évoluent dans ce milieu-là, donc notamment Léa. Hyper ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta dispo et pour ton engagement. Voilà, je vais vous mettre le lien de notre site dans le chat si ça vous intéresse. Vous pouvez y aller faire un tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre dans le chat, à les poser dans le chat. J'y répondrai au plus vite ou en fin d'atelier. On verra. Mais du coup, je précise aussi que le chat est le vôtre, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez aussi un onglet questions. Si vous avez des questions un peu plus précises sur ce que va vous expliquer Léa, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent. Comme ça, nous, on peut prioriser si jamais on a trop de questions. Après, l'idée, c'est de répondre à tout le monde. Mais voilà, sentez-vous libre d'utiliser ces deux outils, c'est vraiment les vôtres. Voilà. Je vois qu'on est déjà à 50 de connectés, donc c'est trop cool. Ah, En c'est tout trop cas, cool! que puisse arriver. Et puis, sur ce, je vais te laisser la parole, Léa. Génial. Ah bah coucou tout le monde, ça fait tellement plaisir de... Je sais pas si j'ai bonjour à tout le monde, mais ça fait trop plaisir de vous voir aussi nombreux dans le chat. Je vais commencer par vous solliciter un petit peu, déjà pour savoir un peu à qui j'ai affaire. Si vous voyez dans votre chat, du coup, d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous nous rejoignez et qu'est-ce que vous faites dans la vie ou quelque chose qui peut-être peut me donner une idée sur votre familiarité avec la tech. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes passionné? Est-ce que vous êtes designer? Est-ce que vous êtes PM? Que sais-je? Développeur front-end, back-end, data engineer, ok. Ou pas du tout, est-ce que vous êtes juste curieux, curieuse, passionné? Juste par curiosité, ok, trop cool. À Bogota? Mais incroyable! Customer care manager. Oh, il y a plein de trucs qui défilent. Ok, bébé. Hyper matinale, Maëva, d'être connectée. Franchement motivé, hein. Merci beaucoup de nous rejoindre, c'est trop cool. Hop, à Paris. Ah, avec Angélique et Rim, génial. C'est vrai que Rim aussi, elle a fait une Oui, intervention avec vous. Génial. Ah bah, trop cool, Najima. Merci de nous rejoindre. Super. Bon, bah, c'est assez mitigé quand même, mais on est sur un public plutôt tech, c'est cool. Je vais essayer d'en faire pour tout le monde et d'aller, vous allez voir, je vais essayer de rentrer des trucs plus tech, moins tech, plus haut niveau, plus bas niveau. Donc, si vous voulez approfondir sur un point aussi, j'essaie de suivre le chat comme je peux. Mais dites-moi si vous avez un point que vous voulez approfondir, si vous avez des questions. Le mieux, les questions, c'est de les mettre dans l'onglet questions, vraiment, parce que je me rends compte que le chat, ça défile super vite. Donc, si vous avez des questions en particulier que vous voulez que je réponde, laissez-les avec plaisir dans les bulles questions. Et gardez en tête, encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Moi, je réponds à tout. Alors, le thème d'aujourd'hui, ou ce pourquoi Eda Tech School m'a contacté, c'est pour un peu... Ah bah, un peu, je détecte une erreur dans ma slide. AI 101. Donc, AI, les bases, du buzz aux usages concrets. Donc, on va essayer d'approfondir un petit peu quels sont les différents usages de l'IA aujourd'hui pour les métiers dans la tech, mais aussi pour des personnes novices qui auraient envie de se lancer dans le développement d'applications et de solutions.
Pour me présenter quand même rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Léa, voilà, ça c'est moi. Il y a un petit bout de temps quand même. Je suis aujourd'hui ingénieure IA, donc le poste exact s'appelle Forward Deployed Engineer. C'est un nouveau terme un petit peu fancy, mais qui veut dire en gros ingénieur IA appliqué avec une petite dose de produits par-dessus et une bonne partie face aux clients. Donc c'est assez hybride. Mais AI Engineer chez Adobe, depuis quelques temps et je suis passionnée de tech depuis plus longtemps encore. Et à côté, du coup, de mon métier, je fais aussi ce que je fais là. Donc, je partage, je transmets. J'adore la tech et je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui me ressemblent, ou mais en général, pas assez de diversité encore dans ce milieu-là, qui pourtant, je trouve extrêmement accessible parce qu'on a tout gratuitement en ligne, énormément de ressources. Donc, je trouve ça dommage que pas plus de personnes s'y intéressent. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé il y a maintenant 2 ans à faire des vidéos sur Internet, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, sous le nom de Becoming Léa. Donc, il y a une part qui est un peu éducative pour expliquer les dernières tendances dans la tech, comme je vais le faire là avec vous, parler des concepts que je découvre, de ce qui m'intéresse, mais aussi de montrer mon quotidien en tant que AI Engineer, Forward Deployed Engineer, pour montrer que voilà, c'est pas juste être derrière son ordinateur toute la journée et, et voir personne, que ça peut être super palpitant, qu'il y a plein d'aspects différents et que c'est des métiers qui changent beaucoup. Donc j'adore aussi partager mon quotidien avec mes abonnés et puis leur donner envie, j'espère. Enfin, en tout cas, ce que j'imagine toujours, c'est de parler à la moi en école. Donc quelqu'un que j'aurais peut-être aimé voir comme exemple, qui a juste quelques chapitres d'avance, comme j'aime bien le dire, donc pour pouvoir donner mon exemple et peut-être encourager certains ou certaines qui ont besoin de ce petit coup de pouce de motivation. Donc voilà pour ce qui est de moi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ce pourquoi vous m'avez rejoint aujourd'hui, je l'espère. J'ai découpé en plusieurs parties, mais encore une fois, hein, n'hésitez pas à me poser vos questions dans tous les sens aussi, on y reviendra au pire à la fin. Mais on va commencer par les bases des bases des bases des bases. Je vous ai mis plein de mots comme ça sur une slide. Est-ce que vous êtes familier avec tous ces mots? Peut-être que quelqu'un peut dire dans le chat, voilà, s'il y en a qui ne connaissent pas, quels sont les mots que vous ne connaissez pas? Et voilà, dites-moi si vous les connaissez absolument tous. Donc on a LLM, OK, on a des experts dans le lot, LLM, SLM, OK, MCP orchestrateur, OK, pas tous. OK, c'est normal. On va dire que sur tous les termes qui sont là, les 2/3 sont nés il y a peut-être 6 mois, 1 an. Donc c'est normal que vous ne connaissez pas tous. On va commencer par le plus simple, LLM, du coup, Large Language Model, un modèle d'IA de langage énorme, énormissime. Les plus connus étant les modèles GPT, Gemini, Claude, donc c'est ceux avec lesquels vous interagissez à travers les différentes chatbots IA que vous connaissez tous. Maintenant, quand on devient un peu plus spécifique, on a aussi SLM. SLM, c'est la même chose que LLM, mais en plus petit, donc Small Language Model. Quand on parle de taille, de large ou small, on parle du nombre de paramètres d'entraînement. Donc, en gros, sur la quantité de données sur laquelle le modèle a été entraîné. Donc, GPT, on imagine l'ensemble d'Internet depuis 2022 sur lesquels ça a été entraîné, donc beaucoup de textes. Quand on parle d'SLM, on parle de plus petits modèles, notamment un qui est très connu, que vous devez connaître, c'est Mixtral, donc de Mistral, l'entreprise française d'IA, qui est plutôt sur des 1 milliard, 3 milliards de paramètres. Alors, c'est des gros chiffres, mais à l'échelle, c'est pas si grand que ça. Donc, c'est des plus petits modèles, plus spécialisés qu'on va utiliser dans des systèmes d'IA. Machine learning, vous connaissez, c'est la base de l'intelligence artificielle. Si vous voulez regarder des vidéos là-dessus, c'est super intéressant. C'est par là que je vous conseille de commencer, avant de vous pencher dans l'IA, si vous voulez vraiment rentrer dans le sujet. C'est tout ce qui est algorithme de prédiction, on va dire. Et puis, bon, tous les autres termes, skills, tools, on va y revenir. Orchestrateur, MCP, agent IA, ça, c'est des termes qui vont faire plus de sens aujourd'hui. Parce qu'en fait, on avait ces LLM qui font plein de choses. On a GPT avec lesquels c'est super intéressant de discuter. Maintenant, quand on arrive en entreprise et qu'on a envie de créer un vrai impact et de se dire, OK, comment est-ce que maintenant on va vraiment faire de l'argent avec des LLM, concrètement, eh bien, il nous manque une brique qui est que les LLM, c'est cool pour parler, mais ça ne sait rien faire, en fait.
C'est-à-dire que GPT, on peut discuter avec, on peut avoir un échange, on a du texte en retour, on a peut-être même des images en retour, mais ce n'est pas un LLM qui va répondre à nos mails, qui va créer des factures, qui va répondre aux demandes, répondre au téléphone, etc. Et c'est pour ça qu'on a créé des agents IA qui, eux, ont la capacité de prendre des actions. Donc, ils ont l'intelligence d'un LLM, mais ils peuvent aussi agir. Ils peuvent agir au travers de tools. Donc, des tools, c'est des connecteurs avec des outils, que ce soit des fonctions, que ce soit des API, des connexions avec, par exemple, Slack, Teams, des outils existants. Et on a aussi ce qu'on appelle des orchestrateurs qui font un peu la couche par-dessus, qu'on peut utiliser pour coordonner différents agents IA qui peuvent, eux, faire des actions au travers de tools pour pouvoir accomplir des tâches complexes. Voilà, donc là, je vous ai dit plein de mots. Encore une fois, dites-moi en commentaire si c'est beaucoup trop compliqué. Mais j'espère l'expliquer de manière au plus simple. Alors, Copilot, justement, sur VS Code, c'est un agent. C'est là où c'est intéressant. Donc, Copilot sur VS Code, c'est un agent qui utilise différents tools pour pouvoir t'aider. Donc, par exemple, Copilot peut utiliser comme tools la recherche sur Internet pour pouvoir retrouver de la documentation et répondre à tes questions. Compliqué? Est-ce que l'exemple de Mickaël vous a aidé? Donc, Copilot est un agent qui utilise l'outil, la recherche sur Internet pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. La différence entre agent et orchestrateur, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple de VS Code, ou je prends l'exemple, tout à l'heure, je vais vous montrer Cursor, qui est un petit peu similaire, tu vas avoir différents agents, un qui s'occupe très bien de tout ce qui est debugging, donc trouver les erreurs et trouver comment les résoudre dans du code. Il y en a un qui s'occupe très bien de rédiger de la documentation. Eh bien, un orchestrateur, ça va être une couche supérieure où quand tu vas écrire dans ton chat sur Copilot, tu vas lui dire coucou, est-ce que tu peux m'aider à résoudre tel problème? Eh bien, c'est lui qui va décider est-ce qu'on va parler à l'agent qui débug ou à l'agent qui écrit de la documentation. En fait, c'est comme une couche supplémentaire qui permet de décider quel agent, quel expert on va venir solliciter. Voilà, est-ce que ça c'est exactement. Un orchestrateur, c'est un regroupement d'argent et c'est encore plus qu'un regroupement, c'est encore une sorte de couche d'intelligence qui permet de choisir quel agent solliciter pour quel problème. Alors non, Victoire, je ne veux surtout pas te perdre, je suis vraiment désolée, je vous ai jeté plein de mots sur la slide, mais encore une fois, on va découper ça, ça va être très simple. Vraiment, t'en fais pas, ne quitte pas le navire. Je l'ai simplifié en une phrase. Le LLM, c'est ce qui réfléchit, c'est GPT. L'agent, c'est celui qui orchestre, qui agit, qui utilise des outils. Le tool, c'est ce qui agit, donc c'est l'action. Et le MCP, c'est ce qui fait l'interface, c'est ce qui connecte. Donc un MCP, mais ça, je vais peut-être passer à... C'est une parenthèse pour ceux qui sont peut-être plus techniques. Le MCP, c'est un moyen de communiquer avec différents outils, différentes IA, de manière neutre, agnostique. Ça veut dire une sorte de manière de communiquer où peu importe quel LLM, quel IA tu veux connecter à quel outil, ça va communiquer de la même manière, peu importe qu'est-ce que tu connais, quel IA tu choisis, quel outil tu vas ajouter. Voilà. MCP, c'est modèle contrôle protocole, je crois. Ouh, je sais pas, il faut que je retrouve. Donc ça, modèle contrôle. Voilà, modèle contexte protocole, exactement. Donc, c'est un Je viens à toutes les acronymes qu'on oublie tous finalement. Un protocole de discussion. Voilà. Alors, est-ce que c'est trop technique ou est-ce que vous voulez que je simplifie un petit peu? Juste pour sonder un petit peu tout le monde, parce que j'ai pas envie de vous perdre. J'ai surtout pas envie de vous faire peur. C'est bon? Ok, super. Ok, top. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, il y a plein de mots comme ça qui arrivent. Je vous dis, le terme MCP n'existait pas il y a 6 mois. Hein. Je l'ai appris en même temps que vous, en même temps que tout le monde. Pareil pour orchestrateur, pareil pour skill, dont je n'avais pas parlé. Je ne vous embête pas avec ça, mais notez cette slide, enregistrez-la si vous voulez approfondir les différents termes que vous ne connaissez pas. Donc, tous ces termes-là sont nouveaux. Il y en a encore plein de nouveaux qui apparaissent très régulièrement. Donc, il ne faut surtout pas prendre peur quand vous voyez encore un nouveau terme apparaître. Tout ce qu'il faut avoir, c'est les bonnes ressources pour se renseigner. Donc, j'en ai mis quelques-unes. Daily Dev, d'ailleurs, je peux vous montrer en fait direct à quoi ça ressemble. C'est une super ressource que j'utilise
Voilà. En fait, ça ressemble à ça. C'est, une extension Chrome où vous pouvez avoir tous les jours en fait, dès que vous ouvrez un nouvel onglet, c'est simple, dès que vous ouvrez un nouvel onglet, vous avez plein d'articles comme ça. Donc ça vous oblige à faire votre veille au quotidien. Il y en a plein qui me demandent comment je fais. Ça, c'est le cheat code parce que je le fais nécessairement tous les jours quand j'ouvre mon appareil. Vous l'avez aussi en application, sur le téléphone, donc ça s'appelle daily.dev. Il faut aussi contribuer vous-même si un jour vous avez envie d'écrire des articles. Donc voilà, ça c'est ma petite ressource. Hop, j'ai compris. On a TLDR aussi, qui est la seule newsletter à laquelle je suis inscrite, parce que sinon il y en a beaucoup trop. TLDR, donc pareil, vous pouvez choisir, est-ce que c'est plutôt l'IA qui vous intéresse, est-ce que c'est plutôt le dev, les nouveautés startup, la finance, etc. LinkedIn aussi, je donne un compte LinkedIn tout à l'heure d'une personne qui est super cool, mais de manière générale, moi je suis les personnes qui travaillent chez Anthropic, chez Hugging Face aussi, sont super intéressantes à suivre et partagent toujours des nouvelles ressources. Chez Google aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de leur demander de se connecter, hein, si ça vous fait un peu peur, mais en tout cas, de les suivre à 100%. Comme ça, vous pouvez rester au courant de ce qu'ils publient. Et c'est comme ça que je tiens au courant autour des dernières nouveautés. Et enfin, mes vidéos, évidemment. Donc, Becoming Léa sur tous les réseaux. Vous pouvez me suivre et m'envoyer vos questions, me laisser des commentaires et des suggestions avec plaisir. Et en tous les cas, le plus important à retenir de cette partie, c'est de ne pas vous sentir submergé. D'accord ? Ça ne sert à rien de vouloir tout le temps, toujours tout maîtriser. Il y a plein de choses, plein d'outils que je ne connais pas encore et que je peux apprendre quand vraiment ils sont utiles pour moi. Il y a plein de tendances qui viennent et qui passent. Ça veut dire, voilà, il n'y a pas tout qui va changer le monde, même si c'est comme ça que certains en parlent. L'important, c'est de toujours se tenir informé comme on le peut, sans se submerger, et de toujours essayer de tester. Ça, c'est le plus important. Toujours essayer de tester les nouveautés qu'on découvre. Alors, tac. Ça, c'est un profil que je vous ai partagé. Donc, c'est un product manager chez Google, qui est une tête absolue, ce mec. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il partage toujours des démos, des petits POC, des petits tests qu'il développe. Donc, si jamais vous voulez essayer justement de tester une nouveauté, ce qu'est un MCP, par exemple, si vous voulez découvrir ça sans avoir à construire quelque chose vous-même, eh bien, je vous conseille de le suivre. J'ai mis le lien ici. Je pourrais peut-être le copier tout à l'heure dans le chat. Mais vous pouvez le retrouver aussi, c'est le même nom, hein, Shubham, sur LinkedIn. OK. Alors, passons maintenant aux différents types d'outils IA qui existent de manière générale. Et du coup aussi, je vais pouvoir couvrir tout à l'heure lesquels j'utilise moi en tant que développeuse. Alors, le premier, celui que vous connaissez tous, c'est les outils d'IA de création et édition créative. En miniature, là, vous voyez ou pas? C'est en miniature aussi pour toi, Anna, mon écran? Non, moi je vois bien. Attendez, qui est-ce qui a dit ça? Non? OK. Le Bon, partage d'écran est en miniature. OK. Je pense pas du coup. Alors, donc, peut-être c'est moi qui ai switché rapidement, je sais pas. Donc, les premières éditions création générative, donc c'est ceux utilisés pour créer du texte, de la vidéo, de l'audio, que vous connaissez tous, donc je ne ferai pas plus que ça. Il y a aussi les outils d'intelligence produit et de workflow. Par là, c'est plutôt des outils IA qui vous permettent, à partir d'une idée, de pouvoir créer des fiches. Je parle plutôt au profil chez vous qui sont peut-être data engineer ou product manager ou même designer. Donc, on a des outils qui permettent de partir d'une idée et de créer des fiches produits, des user stories, etc. Donc ça, ces termes-là vous disent rien, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est des outils plutôt orientés produits. Ensuite, on a aussi des outils pour créer du code et prototyper, qui sont peut-être plus davantage ceux qui vous intéressent. Mais c'est important de savoir distinguer les différents outils parce qu'ils ne sont pas tous. Alors, on a ChatGPT qui est un peu les gros outils généraux pour le grand public, mais quand on est professionnel, c'est important de savoir choisir les bons outils spécialisés pour ce qu'on veut atteindre et ce qu'on veut faire. Donc, on va approfondir un petit peu la partie prototypage, génération de code après. Et enfin, on a les agrégateurs d'IA, dont je vais parler juste après, qui permettent, donc qui centralisent plusieurs modèles et qui permettent de juste, pour moi en tout cas, j'utilise ça pour tester différents outils. Alors oui, pour par exemple l'intelligence produit et workflow, alors je vais vous donner un exemple. Alors moi j'utilise, bon pour le coup c'est un mauvais exemple parce que du coup j'utilise un gros modèle pour ça, mais j'utilise beaucoup Claude
pour faire ça, donc pour structurer, passer de user story, de passer d'une idée à des user stories. Vous avez aussi, il y a aussi, comment ça s'appelle, Miro, enfin tous ces outils-là, par exemple Miro, FigJam, etc. Ces 4 modèles, je ne connais pas ces 4 modèles, donc je peux regarder ça rapidement. Je ne connais pas du tout ces 4 modèles. Si tu peux détailler un petit peu ce que ça fait, je pourrais absolument te répondre. Donc deuxième catégorie, je peux regarder un peu plus. C'est vrai que comme c'est pas mon métier, j'utilise un tout petit peu moins ça. Mais par exemple, tu as des intégrations sur FigJam, sur Miro, également sur Jira, qui permettent de faire de l'intelligence plutôt sur de la gestion de projet, sur de la planification, sur des user stories, etc. Donc, il y a un schéma pour différentes équipes. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est quand j'entends intelligence produit, c'est de l'IA plus pour la gestion d'équipe, gestion de projet. Donc, agrégateur d'IA, je vous les ai mis là. Si vous voulez screener cette page, par exemple, c'est pas mal. Juste comme comparateur, parce que vous avez sûrement plein de pubs, et je m'exempte pas non plus peut-être de ça aussi, d'IA à utiliser, l'IA du moment, l'IA la moins chère, tester ça, c'est gratuit, c'est machin, etc. Donc, c'est facile de se retrouver un petit peu noyé dans ces pubs-là. Je vous en ai mis 3 agrégateurs. Donc, si vous voulez éviter de payer 20 € par-ci, 20 € par-là pour avoir 40 000 modèles qui sont les meilleurs dans le moment, ceux-là, je vous ai mis tous les modèles qu'ils ont, donc GPT, Claude, Gemini, etc. Si vous voulez tester tout ça. Mammouth AI est pas mal parce que déjà, c'est français, donc c'est quand même plutôt sympa de soutenir les entreprises françaises. Mais aussi, donc il coûte 10 $ par mois pour le entry level, pour des particuliers, et permet d'accéder à tous ces modèles, dont les modèles NanoBanana et Flux pour créer des images. Donc si jamais vous avez envie de rentrer dans l'IA sans dépenser une blinde, c'est un bon point de début. Ensuite, pour ce qui est vraiment spécifique au code, moi, personnellement, je crois que je l'ai mis après, voilà. Ça, c'est ma stack à moi, que j'utilise. Donc, je paye Cursor. Je crois que c'est 20 $ par mois, un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment, et je vous montrerai tout à l'heure, c'est un IDE, donc un éditeur de code, et un agrégateur, et un agent, et des agents IA, plutôt un orchestrateur d'agents IA, que j'utilise pour la création de code, le debugging, la création de plans d'implémentation, de documentation, etc., etc. C'est hyper complet. J'utilise aussi Vercel, et ça, c'est pas une pub, hein, pas une pub pas sponsorisée, c'est vraiment juste ce que moi j'utilise. Vercel, que j'utilise en gratuit, je crois. Tu as un certain nombre de générations par jour, et qui est donc plutôt de la génération front-end, je dirais. Donc, si tu as un design que tu as envie d'implémenter rapidement, si tu as une idée dont tu as envie de vite créer une démo que tu peux aussi partager, parce que ça le déploie aussi sur Vercel gratuitement. Donc, Vercel, pour moi, c'est le go-to, j'adore. Ça permet de vite créer des prototypes et de les partager. Alors, bonne question. Moi, j'utilise VS Code et Cursor. J'avoue, j'ai du mal à lâcher VS Code un petit peu, mais je pourrais en soi basculer complètement sur Cursor. Donc, j'utilise, comme j'ai Claude Code aussi, j'utilise toujours VS Code pour certaines tâches, avec du coup Claude Code dedans. Mais sinon, j'utilise, je dirais quand même à 90% Cursor. Voilà, j'admets. C'est juste que VS Code contient encore pas mal d'extensions qui sont beaucoup plus d'extensions que Cursor, clairement. C'est quand même hyper puissant. Donc, pour plein d'usages spécifiques, je garde quand même VS Code sous le coude. J'ai du mal à lâcher. Peut-on utiliser Sublime Text? Alors, on peut utiliser Sublime Text. Effectivement, ça fait longtemps que j'avais plus entendu parler de Sublime Text, mais on peut encore utiliser Sublime Text, notamment avec Claude Code, surtout. C'était mon dernier point. Donc, Claude Code, c'est du coup, je l'utilise dans mon terminal, en fait. Et donc, Claude Code qui est super, super puissant, que ce soit pour créer des agents, si vous voulez aller plus loin, créer des agents connectés à des MCP, que ça fonctionne en autonomie. Vous pouvez aller créer des cas d'usage complètement déments avec Claude Code en autonomie. Elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement loin. Et ça, évidemment, ça s'intègre avec Sublime Text, avec n'importe quel éditeur de texte que vous avez. Est-ce que vous avez déjà utilisé GitHub Copilot? Oui, j'ai utilisé l'année dernière. Comme vous voyez comment ça va vite. Hein. L'année dernière, j'avais une stack complètement différente qu'aujourd'hui, mais j'utilisais GitHub Copilot qui est très bien. Voilà. Super bien pour du code. Et Claude Code est-il payant? Claude Code, il me semble qu'il y a le tier gratuit quand même qui est pas mal pour tester. Donc, pour tester, en tout cas,
quasiment tous, vous pouvez les tester gratuitement. Je ne crois même Cursor, il me semble, donc n'hésitez pas à y aller et à les tester. Je ne vais pas vous conseiller l'outil parfait parce qu'il n'y en a pas et que ça change très très vite. Donc tout ce que je vous conseille, c'est de tous les tester et de faire votre avis vous-même. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous différents, on fonctionne tous différemment. Donc il n'y a aucun youtubeur, influenceur tech qui pourra vous dire qu'il y a un outil meilleur que tous les autres. C'est juste pas vrai. Donc ayez la curiosité, que vous soyez technique ou pas technique, à minima, de les tester. Hop. Maintenant, on passe à la mise en production. Et alors, ce que j'entends par mise en production, c'est concrètement, je vous ai parlé de plein d'outils, je vous ai donné plein de termes techniques et moins techniques. Maintenant, oh là, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, Victoire. Non, non, n'hésite pas en tout cas à poser tes questions. S'il y a des quelconques points qui sont pas clairs, ne te laisse pas submerger par les gens qui posent des questions. Il y a plein de gens qui ne posent pas forcément de questions dans le chat, qui ne commandent pas forcément, donc tu n'es absolument pas à la nage. Mais n'hésite surtout pas à poser les tiennes si je vais trop vite sur certains points ou s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Vraiment, c'est avec plaisir que j'y réponds. Le but est d'embarquer un maximum de personnes avec nous. D'accord? Donc, te laisse surtout pas intimider par ça. Donc, quand j'entends mise en prod, c'est qu'est-ce que je fais concrètement dans mon métier? Comment est-ce que j'utilise concrètement l'IA? Alors, je vais peut-être skip ça du coup, en fait, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en mise en production, en fait, le point sur lequel je voulais aborder avec vous, c'est, voilà, typiquement, comment créer concrètement une application. Je vous ai parlé de plein de choses sympas, de MCP, d'agents, de LLM, de ce que vous voulez, et cetera. Il y a plusieurs manières maintenant de vraiment utiliser ces outils-là en production. La plus, connue et accessible pour des personnes justement qui ne codent pas du tout, c'est des outils comme ça, d'automatisation. Alors, le plus connu, c'est n8n, mais il y en a plein d'autres et c'est des outils qui sont enfin, en tout cas, n8n est complètement gratuit. Donc ça, par exemple, c'est un bon moyen pour vous de, vous lancer dans l'IA, sans avoir aucune connaissance technique, sans écrire une seule ligne de code. Voilà, OpenCloud. Si vous avez d'autres suggestions, d'ailleurs, mettez-les dans les commentaires. Pareil, je ne les connais pas tous, donc si vous pouvez donner d'autres sources pour les autres, qu'on puisse tous regarder ensemble et se renseigner et tester, n'hésitez pas à le faire. D'accord? Donc n8n, en fait, la raison pour laquelle c'est sympa, du coup, pour, par exemple, Victoire, si jamais tu avais envie de tester, c'est qu'ici, c'est un peu comme des Lego, en fait, un peu comme des briques. Donc ici, vous voyez, bon là, moi, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, hein, je vous ai pris une image au hasard, mais l'idée, c'est que tu peux donc ajouter tes briques, les connecter ensemble, définir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est attendu et créer, voilà, un flow super simple. Toujours pour les outils comme ça, moi, je conseille de commencer simple et d'ajouter des briques au fur et à mesure, pas essayer de d'un coup matérialiser nos idées. Avec l'expérience, de toute façon, ça devient plus simple. Si vous voulez, donc pareil, je parle notamment aux personnes comme Victoire, si vous voulez avoir une vidéo de moi qui découvre ce genre d'outils, par exemple, j'ai fait une vidéo avec RIA, qui est aussi une plateforme de connecteurs comme ça, IA gratuite, sur ma chaîne YouTube. Donc pareil, Becoming Léa, toujours. N'hésitez pas à regarder, c'est ma toute dernière vidéo que j'ai postée il y a maintenant 2-3 mois. Donc où justement, je découvre comment, avec une plateforme complètement no-code, on peut créer des workflows, des usages comme ça. Donc là, dans le cas de ma vidéo, ce que je faisais, c'était je faisais un outil pour ma maman pour l'aider à créer ses cours d'allemand comme elle est professeure, avec comme point d'entrée des articles que la mère peut charger dessus. Ça crée avec ChatGPT, ça crée des quiz avec des questions pour ses élèves qu'elle peut leur envoyer directement, et cetera. Donc, c'est ce genre de flow que vous pouvez imaginer. Et comme ça, si je peux vous donner quelques cas d'usage que j'ai vu passer, on peut créer des outils de création de factures, justement, donc en le connectant à un tableau Excel avec tous les clients, avec les prix. On peut générer des factures automatiquement, on peut générer des réponses à des mails, etc. Alors, à quoi ressemble donc ça, je vais garder ça pour la fin, cette question-là. Niang, si tu peux la mettre dans la partie questions. Alors, je crois qu'il doit y avoir des questions qui traînent partout. Pour construire bien notre n8n, on demande à Claude ou à Chat le prompt. Alors, c'est une très bonne question. Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Donc, même pour ça, ici, à n8n, par exemple, vous pouvez... D'ailleurs, n8n, il faut savoir que c'est une très, très, très vieille solution, hein. C'est ça que je vous dis, on parle d'IA,
Mais avant l'IA, on parle d'automatisation depuis 20-30 ans, d'accord, voire même bien plus. Donc, il y a énormément de documentation en ligne déjà pour utiliser des outils comme N8N. Et du coup, et ChatGPT et Claude sont très, très, très bons pour vous aider à construire du coup votre flow sur N8N, mais aussi pour vous aider si vous avez des erreurs, pour vous aider à l'améliorer et pour vous aider à créer des prompts qui sont efficaces. Donc, pour ces 3 cas, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT et Claude. Un point important là-dessus, ce n'est pas de la triche d'utiliser des IA. C'est super important d'avoir ça en tête. Vous n'êtes pas moins légitime, moins compétente, etc., si vous utilisez de l'IA pour vous débugger, pour vous débloquer, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. C'est un outil comme un autre, exactement. Ce n'est pas de la triche, vous n'êtes pas moins légitime. Tant que le résultat, vous l'atteignez, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte. Alors, Mistral est très bien aussi pour ça. Chaque modèle a un petit peu sa patte. Moi, je trouve que Mistral est très sympa pour de la conversation parce qu'il a un timbre très familier et personnel que j'aime bien. Maintenant, pour des points techniques, je trouve que Claude est le meilleur. Voilà. Mais ça, c'est encore une fois, c'est juste mon estimation personnelle aujourd'hui. Et Perplexity, c'est super, surtout pour de la recherche. Donc, de la recherche documentaire, si vous voulez vous renseigner sur un sujet, faire de la veille technologique, entre autres, comprendre une notion compliquée, par exemple, si vous voulez reprendre des termes dans cette présentation et les expliquer, Perplexity est parfait, parfait, parfait pour ça. Voilà. Donc, vous avez la solution no-code qui est très bien, mais qui peut aussi avoir ses complexités. Vous allez vite vous en rendre compte parce que, en fait, c'est super cool pour créer des flows, mais dès que vous allez vouloir faire un truc très, très, très particulier, très spécifique, ou si vous travaillez pour un client et qu'en fait, le client a envie de faire finalement telle étape de cette manière et de le connecter à son système existant, ça peut arriver qu'on bute parfois à des limites, à des points bloquants. Et c'est pourquoi, vous avez sûrement déjà entendu ce terme un nombre incalculable de fois, on a aujourd'hui le grand concurrent de N8N, le grand concurrent de l'automatisation, qui est le vibe coding. Est-ce que vous êtes tous familiers avec ce terme vibe coding? Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'imagine que oui. Non? OK. Yes. Oui. OK. Non? Ouais, c'est assez mitigé. Très bien. Parfait. Super. Alors, le vibe coding, c'est un terme qui doit dater pareil d'il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, pas plus. Et c'est ce qu'on appelle plus communément le fait de coder avec des IA. Donc, sans aucune connaissance de code, aucune, générer du code avec ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Voilà, donc comme nous dit Najima, beaucoup d'a priori souvent avec le vibe coding, c'est connoté parfois un peu négativement, même si c'est toujours en train de changer. Pourquoi? Parce que je pense un petit peu dans le terme vibe coding, ça fait pas très sérieux en fait. Il y a un côté de on regarde pas trop ce qui est généré, on crée du code, on le pousse en production et puis derrière tout se casse et puis on laisse les vrais développeurs se débrouiller avec ce qu'il y a à réparer. Donc, c'est un petit peu la connotation négative qui va avec. Mais la tendance du marché va quand même vers tous ces outils de vibe coding. Je pense qu'on peut considérer que Cursor et comme Claude Code peuvent être utilisés comme des outils de vibe coding. Moi, ma philosophie, c'est que tout doit être fait de manière intelligente et avec parcimonie. Je trouve ça super que le vibe coding permette à des profils, même parmi vous, de tâtonner avec du code, tester des outils qui jusque-là étaient réservés pour des profils très techniques. Ça permet de le démocratiser quand même. Le vibe coding permet à tout le monde de pouvoir parler de ces technologies, les essayer, etc. Mais effectivement, ça ne peut pas remplacer complètement les développeurs, les experts techniques, les data engineers, etc. Donc, c'est là où il faut savoir l'utiliser de manière intelligente. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le grand concurrent de l'automatisation? C'est que maintenant, au lieu de devoir décrire étape par étape dans des workflows sur N8N, en fait, tout un chacun peut, techniquement, sans connaissances techniques préalables, sans formation, sans savoir écrire du code, générer exactement l'application qu'il a envie de faire avec les outils que j'ai cités précédemment. Donc ça évite en fait toute l'étape de devoir construire à la main, vu que même sans code aujourd'hui, sans savoir coder, on peut générer du code.
Voilà. Donc, j'adore les discussions sur le vibe coding, je suis tellement, tellement fan. Très bonne question de donner sur est-ce que les développeurs ne sont pas inquiétés par ces outils? Si, bien sûr qu'ils sont inquiétés, parce que, évidemment, ça bouleverse le métier, mais comme au final, il y a eu beaucoup de révolutions dans le métier, dans les métiers informatiques depuis la nuit des temps, hein. Faut savoir que le métier de développeur, il y a maintenant, 50 ans, c'était un métier de mathématicien pur et dur. Et c'est passé de métiers de mathématicien à des métiers plutôt physiques, comment ça s'appelle, de hardware. Les métiers de hardware ont tout doucement laissé de la place à des métiers de software. Il y a des métiers qui existaient il y a même 20 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Je pense, je sais pas, à des métiers comment ça s'appelle, de webmaster, par exemple, qui sont aujourd'hui presque inexistants. Donc, ça change grandement le métier. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, c'est le genre d'outils, de thématiques que j'aborde beaucoup, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc, évidemment, c'est normal, enfin, c'est normal, c'est pas normal, mais c'est normal que ça inquiète les développeurs parce que ça bouleverse grandement notre manière de travailler et le marché du travail avec. Et c'est pourquoi c'est encore plus important, qu'on soit du milieu de la tech ou non, qu'on soit technique ou non, de se familiariser avec ces outils, qu'on les aime ou pas, pour pouvoir comprendre vers où évolue notre marché. C'était un peu la touche un petit peu sérieuse de la discussion, mais qui est très importante. Donc, oula, alors ouais, voilà, j'avais oublié les animations que j'avais sur ma slide, c'est pas grave. Je distinguerai deux types d'outils de vibe coding. Les deux, je rappelle, hein, sont sans code, en fait. Les deux peuvent être utilisés quand on n'est pas technique, quand on ne sait pas écrire du code, d'accord? C'est juste que le premier type que j'ai appelé Design First, des outils comme Lovable, comme Figma Make, c'est des outils qui sont d'abord orientés UI, UX, qui sont vraiment orientés design, pour créer des prototypes jolis, rapidement, plus d'un point de vue interface, ça veut dire pas forcément très complexe, connecté à une base de données, etc., intégré à vos outils, à des chatbots et tout. Donc, Lovable, c'est plus de l'interface, du prototypage. Donc, c'est moins adapté pour construire des applications en production. Donc, quand je dis en production, c'est disponible pour le grand public, où on peut créer un compte, l'utiliser au quotidien. D'un autre côté, on a Cloud Code, V0, etc., qui sont des outils qui sont plus pensés pour, quand je dis technical first, c'est pas pour les développeurs nécessairement, mais c'est pour créer ensuite, à terme, des applications déployables. C'est-à-dire penser comme un ingénieur, entre guillemets. Donc penser pour être déployé en prenant en compte les différentes complexités techniques qui vont avec. Donc là, effectivement, le penchant est moins sur lui, donc il faut mettre beaucoup d'efforts pour le fait que ce soit joli, et donner pas mal d'intentions là-dessus. Et c'est un peu moins accessible. Donc, on n'est pas du tout technique, par exemple, Claude Code dans le terminal, ça fait un petit peu peur. Rien qu'ouvrir un terminal, ça peut faire flipper. Mais il ne faut pas se laisser intimider. Moi, je dis toujours, franchement, ces outils-là, ils sont accessibles à tout le monde qui en a envie. Il y a plein de tutoriels en ligne aussi. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Encore une fois, aujourd'hui, la limite, c'est limit is the sky, comme on dit. Donc, il ne faut pas se laisser intimider par ses propres pensées limitantes. On est capable, ici, de tout ce que je présente, tout le monde dans cet appel est capable de l'appréhender. Les limites et les risques du vibe coding. Et là, on y rentre. C'est quoi qu'est-ce que j'en pense, moi, personnellement? Déjà, première limite, c'est la convergence créative. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on risque, je pense que vous l'avez déjà vu, peut-être si vous voyez passer des pubs pour des startups IA, pour des sites web IA, ce que vous voulez, qu'on reconnaît. Je ne sais pas si vous pouvez mettre en commentaire si vous commencez à reconnaître qu'est-ce qui est généré par IA ou pas. Donc, vous voyez un site web, par exemple, une landing page, une application. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de schémas qui se ressemblent, de designs qui se ressemblent. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Mais moi, en tout cas, je le vois tout de suite. Si votre site portfolio est fait avec de l'IA, en général, je, je le repère assez vite. Ouais, bah ouais, ça se voit direct, comme dit Penty, c'est ça se voit tout de suite. On développe l'œil pour ça aussi, hein. Voilà, et plus, ça se voit que c'est pas, ouais, c'est pas bien fait, en général. Ça se ressemble trop. Donc c'est là où je parle de convergence créative, c'est qu'on va finir par tous créer plus ou moins la même chose. Ensuite, sur-automatisation de la pensée. Donc là, encore une fois, le vibe coding, c'est super cool pour pouvoir créer rapidement des choses. Maintenant, la difficulté, c'est que c'est comment ça s'appelle? Le fait de galérer pour apprendre quelque chose, le fait de galérer un petit peu pour trouver une information, c'est ce qui permettait avant d'apprendre. Là, aujourd'hui, quand du coup, on grille les étapes et qu'on se dit, bon, bah, c'est bon, en 30 secondes, je peux créer une application, ça nous fait peut-être
passer trop vite sur des sujets comme la sécurité, comme le traitement des données, etc., etc. Et où du coup, au lieu de réfléchir et de passer du temps dessus et de voir ce qui casse, ce qui marche pas, eh bien, on peut passer à côté de gros défauts. Perte de contexte et d'intention. Là, bon, c'est un peu plus méta, mais l'idée, c'est de dire que quand on parle qu'avec des IA, parfois on oublie en fait quel est le cas d'usage, en fait, qui est-ce que j'aide vraiment avec mon application. On ne peut pas parler avec une IA toute la journée et créer une application qui fonctionne. C'est important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça, pour qui je fais mon site web, pour qui je fais mon application, échanger avec ces utilisateurs-là, parce que ChatGPT ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est super cool comme outil technique, mais ce ne sont pas des humains, donc ils ne peuvent pas répondre à des questions humaines. Donc c'est important de rester ancré quand même dans notre réalité à nous. Et la scalabilité, donc là c'est vraiment la partie, encore une fois, on peut créer une application avec Claude Code, avec Cursor, qui est solide, qui est robuste, ça c'est vrai, mais quand on parle du fait que Vibe Coding n'est pas prêt pour la production, c'est surtout qu'il y a plein de problématiques de gestion de la charge, de réseau, de disponibilité, de sécurité, où il faut toujours un petit peu d'expertise. Même moi, hein, j'ai 25 ans, face à mon collègue de 50 ans qui fait mon métier depuis 30 ans, et ben, lui aura vu passer beaucoup plus de situations que moi et aura beaucoup plus d'habitude et l'œil pour remarquer les situations à remédier. Donc, de la même manière, l'IA n'a pas tout vu, ne peut pas toujours savoir anticiper des points où, par expérience, un développeur senior se débrouille bien mieux. Encore une fois, pareil, quand on parle de vibe coding, le vibe coding n'empêche pas d'être rigoureux pour de la qualité. Et je dirais même que quand vous utilisez de l'IA pour coder, soyez encore plus rigoureux. Je vous mets 2 exemples ici face à face. Les 2 exemples ont été codés en full vibe coding avec les IA sans écrire une seule ligne de code. Je pense que vous voyez clairement la différence entre les 2. Et la différence entre les 2, c'est pas le modèle, c'est avec la même chose, ça a été fait avec V0, ces 4 interfaces ont été faites avec V0. La différence principale, c'est l'effort qui a été mis dans le fait de créer des interfaces uniques. Donc même là, et donc ça s'applique à l'interface parce que c'est le plus parlant, mais c'est pareil pour la qualité du code, c'est pareil pour faire du code robuste. Plus vous mettez de l'intention, de la rigueur, plus vous faites, et je parlerai juste après de mon process quand je code avec de l'IA, plus vous allez obtenir des résultats qualitatifs. L'effort et la créativité, absolument. Donc, et en vrai, du coup, je vais vous parler donc rapidement du coup de moi, mon processus que j'utilise pour coder avec des IA, et je vais nous garder 15 petites minutes à la fin quand même pour vos questions, parce que je vois qu'il y en a quand même beaucoup qui s'empilent. Voilà, je vous ai mis en très simple, en une interface, une page que vous pouvez screen si vous voulez, comment moi je m'y prends au quotidien chez Adobe pour coder avec des IA. Donc, la première, Ask. Vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure sur Cursor. Vous avez la fonctionnalité de poser des questions. Vous pouvez faire ça avec ChatGPT aussi. Là, c'est vraiment l'interface de chat où je vais dire, voilà, par exemple, j'ai envie d'ajouter sur mon site web une possibilité de se connecter. Voilà, de créer un compte et de se connecter. Donc, je vais lui parler, je vais lui dire, écoute, j'ai envie de créer une fonctionnalité pour se connecter à mon site web. De quoi j'ai besoin? Pose-moi les questions pour détailler un petit peu la feature dont j'ai besoin. Donc, on va juste discuter. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais envisager? En connaissant mon code actuel, qu'est-ce que j'aurais besoin d'ajouter? À quoi j'aurais besoin de faire attention? Ensuite, planifier. Donc, je peux demander à mon agent IA, donc que ce soit sur Cursor ou autre, fais-moi un plan d'implémentation. Et donc, dans le plan d'implémentation, vous allez voir tout à l'heure, l'IA peut aussi générer un schéma d'architecture, il peut te générer les différentes étapes d'implémentation, les fichiers qu'il va modifier, et ça, je vais le vérifier. Donc, c'est là, encore une fois, on parle de vibe coding à vraiment, en production, comment est-ce la rigueur qu'on applique. Donc, je vais vérifier le plan qu'il m'indique et potentiellement le corriger. S'il a mal compris quelque chose, c'est le moment de s'en rendre compte avant qu'il implémente. Ensuite, il va build, implémenter. Et enfin, test et documenter. Donc, Michael a mentionné mot TDD. Donc, TDD, pour les plus tech d'entre vous, c'est Test Driven Development. C'est super simple comme concept. C'est de dire, je crée d'abord les tests et ensuite, je demande à l'IA de générer, en fonction des tests, les fonctionnalités. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, tu as déjà les tests pour vérifier que tout marche. Et en fonction, on va créer le code pour s'assurer que ça fonctionne. Donc, ça permet de toujours s'assurer que tout fonctionne tout le temps parce que rien n'est validé tant que ça ne répond pas à tous les tests.
Et enfin, génération de tests et documentation. Voilà, documentation, super important, surtout pour travailler avec des IA, mais aussi et surtout pour travailler avec d'autres humains. Donc, j'ai toujours demandé à mon IA à la fin de documenter de manière très détaillée le code et d'ajouter ces schémas d'architecture. Voilà, donc concrètement, à quoi ça ressemble, je vais vous montrer rapidement et ensuite, évidemment, on passera à vos questions. Ah, est-ce que je vais partager mon écran ou pas? Ah, attends. Hop. Non, il ne partage pas mon écran. Hop. Je vais repartager. Window Enter Screen. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je vais montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, vous voyez ici les différents onglets. Donc Ask, je peux lui dire j'aimerais créer une application de to-do. À quoi elle pourrait ressembler? Donc to-do de liste de choses à faire. Donc là, il va m'expliquer qu'est-ce qu'il pense du coup de mon idée. On va pouvoir discuter ensemble, échanger sur le contenu. Bon, ça va être un peu plus long en fait que ce que j'avais prévu. Ce sera un petit peu long, peut-être c'est l'occasion de regarder vos questions. 15 minutes. Alors, est-ce qu'il faut un certain niveau d'anglais pour rester à jour et bon dans ce domaine? Alors non, c'est cool de parler anglais, c'est plus pratique, je pense, pour regarder les tutoriels, et cetera. Mais il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu francophones, dont moi, par exemple, que vous pouvez suivre. Les personnes de Mistral, si vous voulez en suivre sur LinkedIn, qui postent aussi beaucoup en français. Donc en tout cas, vous pouvez parler français et très bien vous débrouiller, il n'y a pas de souci. Ben voilà, il n'avait pas envie, en fait. Hop, je vais le relancer. Avec l'essor de l'IA générative, est-ce que la machine learning est en train de devenir dépassée? Absolument pas, pas du tout. Dans la finance, dans le milieu médical, dans l'aérospatial, etc., le machine learning est encore beaucoup utilisé. Et d'ailleurs, c'est beaucoup utilisé en combinaison. Les deux ne sont pas du tout mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que tu peux créer un modèle IA qui est connecté, donc un agent IA qui a un tool avec un modèle de machine learning pour pouvoir répondre à certaines questions et faire certaines opérations. Donc, vous voyez, ici, on peut échanger, il va me parler de la structure générale, etc. Je peux lui demander, du coup, de plan l'implémentation. OK. Comment tu l'implémenterais en Python, par exemple. En Python à 100%. Voilà. Et donc, vous allez voir sur les côtés comment il commencera à nous rédiger un petit plan d'implémentation pendant que je vous parle. Hein, c'est super pratique. C'est un peu l'avantage de ce genre d'outil. Pourquoi Cursor plutôt que VS Code? Là, pour le coup, les avantages, l'interface est vraiment pensée pour de la création avec de l'IA. Donc, je pense que vous le voyez là directement et vous allez le voir après par la suite quand il va créer son plan. C'est que c'est pensé IA first, on va dire, dans ce sens-là. Mais VS Code est super cool pour toutes les extensions qui existent déjà. Alors, pour donner une roadmap pour développer des IA de manière plus avancée, roadmap.sh. Voilà, c'est ma seule réponse. Allez sur le site roadmap.sh. Vous allez trouver plein de roadmaps pour devenir data scientist, data engineer, AI engineer, ce que vous voulez, ou même juste prompt engineer, vous familiariser avec de l'IA. Sur roadmap.sh, vous avez toute la roadmap à suivre et les ressources que vous pouvez consulter. Est-ce que le métier de product owner est amené à disparaître à cause de l'IA? Non, presque pas du tout, en fait, j'ai envie de dire, parce que, au contraire, en fait, parce que, pour moi, tous les métiers vont se recentrer vers le product owner, justement. Parce que le product owner va être capable de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Donc, tous les métiers vont devenir, à mon sens, plus centrés autour du produit. Et donc, que ce soit les product managers, les product owners, les développeurs, les engineers, etc., tous, en tout cas, vont plus se recentrer autour du produit et des utilisateurs. Donc là, vous voyez, encore une fois, sur le côté, qu'en plus, il me pose des questions en retour. C'est un peu l'avantage aussi des agents, c'est que l'agent peut décider qu'il n'a pas assez d'informations et m'en demander. Donc là, il va me demander, est-ce que je veux quelque chose en terminal, une application web, une application desktop? Je vais lui dire une application web, c'est plus simple. Et comment stocker les tâches? Eh bien, on va dire en mémoire uniquement pour l'instant. Voilà, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Voilà. On continue sur les questions. Tac, tac, tac. Que penses-tu du débat sur le métier de développeur qui tend à être remplacé par l'IA? Comme j'ai dit tout à l'heure, le métier ne va pas être remplacé, mais il va profondément changer. Donc, si on veut rester à la page en tant que développeur, c'est important de continuer à se former, de développer, ajouter des cordes à son arc, comme on dit,
et puis de rester à jour parce qu'évidemment, nos manières de travailler vont constamment changer pour les développeurs comme pour beaucoup d'autres. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'en ai raté? Tac, tac, tac. À quoi servent les protocoles HTTP, HTTPS et comment fonctionnent les GET et POST? Alors là, il y a des super tutoriels YouTube pour ça, qui rentrent plus en détail. Mais effectivement, tu as bien reconnu HTTP, HTTPS, c'est des protocoles de communication, tout comme MCP, qui est lui un protocole de communication avec des modèles d'IA. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc, vous le voyez, je rebondis rapidement sur notre interface qui travaille pendant que nous, on papote. Donc, vous voyez qu'en mode plan, donc ma deuxième étape, il a réussi à me faire tout un plan d'implémentation. Il m'a créé mon architecture, voilà, il va montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il utilise, la stack technique, à quoi vont ressembler mes fichiers, etc. Donc là, je peux revenir vers lui et lui dire, en fait, je ne suis pas du tout d'accord, tu n'as rien compris. Ou, dernière étape, enfin, avant-dernière étape, build, donc je lui dis, implémente-moi cette histoire. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Alors, VS Code Copilot, c'est un peu la même chose que Cursor, de ce que je vois, tout à fait. C'est plus ou moins la même chose, à la différence principale que, donc, je te disais, c'est plus, Cursor est plus pensé IA first. Donc, ici, par exemple, rien que l'interface est déjà plus pensée pour interagir avec des IA, mais aussi, il y a la possibilité ici, add to workspace. Donc, en fait, tu peux avoir plusieurs dossiers qui sont ajoutés au contexte immédiat des agents. Par exemple, si tu veux reprendre certaines fonctionnalités d'un autre projet, etc., c'est un bon moyen de combiner. Donc, la gestion, je trouve, du contexte, de la mémoire et tout, est quand même plus poussée sur Cursor. Voilà. Et effectivement, ouais, les modèles disponibles. Donc là, ouais, j'en ai quand même pas mal. Aussi, l'intégration de MCP est plus facile sur Cursor. C'est juste plus pensé pour. Après, je ne pense pas que fondamentalement, il y a des choses qu'on peut faire sur Cursor qu'on ne peut pas du tout faire sur VS Code. Cet agent, c'est du coup Claude 46 Sonnet. Voilà, vous l'avez ici. Hop, CPU, est-ce que vous avez un agent IA Cursor? Bah, du coup, c'est Cursor que j'utilise ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Est-ce que pour chacune étape, je reset mon chat pour repartir de zéro? Non, justement. Donc, lui, il garde bien, vous voyez, en mémoire, tout ce que je viens de dire. Et c'est juste, du coup, ici qu'on peut changer de l'un à l'autre, quoi, d'agent à plan, à debug, etc. Et donc, vous voyez qu'il crée au fur et à mesure les éléments ici et qu'il peut aussi performer lui-même des actions. Alors, tout ça n'est pas une pub pour Cursor, hein, je précise. Il y a plein d'outils d'IA qui font ça. On a parlé de VS Code tout à l'heure, mais aussi de Claude Code qui peut faire tout ça dans votre terminal. Donc, encore une fois, soyez curieux et testez un petit peu tout ce qui vous vient et tout ce que vous avez envie d'essayer pour faire votre propre avis. Hop, donc il mouline. Voilà. Est-ce que vous avez des questions davantage? Là, c'est un peu le moment libre. Je crois qu'il nous reste un bon 7 minutes, 5-7 minutes. Tout à fait. Je regarde si je vois des choses auxquelles tu n'as pas répondu. Mes questions, c'est dessus. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, ça arrive en haut. Tac, tac, tac. Pour m'initier à l'automatisation, que me conseilles-tu? N8N. N8N, je te le conseille, c'est clairement le plus documenté. Et sur YouTube, tu trouveras plein de tutoriels. Et surtout, c'est gratuit. Voilà. Tu peux faire N8N en self-host, ça s'appelle, en héberger toi-même. Donc, tu peux même implémenter des choses et même les utiliser vraiment au quotidien. Et c'est 100% gratuit. Donc, c'est quand même pas mal. Est-ce que Cursor for Close en version gratuite est meilleur que VS Code et Copilot? Je ne sais pas à quel point on est limité. Alors, je trouve que Cursor Cloud, pour moi, est la meilleure combinaison de manière générale. Je ne sais pas à quel point on est limité dans le tir gratuit. Donc ça, pour le coup, je ne saurais pas répondre sur ce point-là en particulier. Donc, à tester, absolument. Comment mettre en production avec de l'IA? Effectivement, ça mériterait peut-être un atelier en part entière, mais je suis Axel là-dessus. Vercel, donc pour faire vraiment du prototypage, si vous n'avez pas un énorme back-end ou une énorme base de données à laquelle vous pouvez connecter, Vercel, c'est vraiment un outil où, d'ailleurs, je vous donne le challenge aujourd'hui, si vous voulez, de créer votre première application, si vous ne l'avez jamais fait, 100% avec Vercel et de la publier. Vous pouvez la mettre sur LinkedIn dès ce soir. Voilà, ça prend vraiment 1 heure.
Vous avez un certain nombre de requêtes par jour, je crois, de disponibles, mais ça vous donne quand même beaucoup, beaucoup de liberté. Et je veux dire, c'est encore mieux parce que ça vous oblige à être un peu rigoureux sur votre prompt que vous écrivez pour faire quelque chose de qualitatif. Donc, dès ce soir, vous pouvez vous entraîner et avoir votre application en ligne direct. D'ailleurs, n'hésitez pas à me l'envoyer si vous avez envie. J'ai très hâte de voir ça. On a parlé aperçu avec coding. On organise. Hop. Atelier. Ah bah parfait, top. Ah bah, atelier d'initiation de Livable, ça pour vous, n'hésitez pas à vous inscrire. Oui, du coup, j'en parle de vive voix aussi. Je vous remets le lien. On organise ça du coup mardi prochain à 12h30. Donc, c'est en ligne aussi. Et pour le coup, ce sera avec un encadrant, donc professeur chez Adatech School. Mais voilà, c'est un atelier d'initiation à Lovable. Donc, pour coder un premier projet. C'est plutôt pour les débutants, débutantes pour le coup, mais ça peut vous aider. Je pense à Victoire qui était un peu perdue. Tu pourras aussi créer de tes propres mains, donc ça aide au début. Je vous remets le lien. Hop. 100%. Voilà. C'est super cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être si vous voulez me laisser un peu vos impressions sur cet atelier, si vous avez peut-être d'autres points. Là, on parlait de comment mettre en production. S'il y avait des points que vous avez envie de voir dans d'autres ateliers que vous voulez approfondir ou apprendre. Ah bah super, merci Axel, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Alors, le nom de l'outil. Pour ça, j'ai plein de sites, je suis vraiment désolée, j'en ai cité plein. Encore, il y aura le replay dans tous les cas auquel vous avez tous accès, donc si vous avez des points que vous voulez revoir, n'hésitez pas à les regarder. Oui. Pour les personnes qui sont débutantes, n'hésitez pas à nous dire dans le chat justement qu'est-ce qu'il vous aurait fallu comme introduction, comme type d'atelier pour vous aider justement à entrer dans le domaine, à faire vos premiers pas. Moi, je rejoins quand même Léa, c'est bien de... Il y avait une personne qui envoyait le mot nager, donc justement, c'est bien de plonger dans le grand bain, d'entendre beaucoup de mots, de pas tout de suite tout comprendre, mais en fait, c'est juste normal les premières fois. Donc, ça vous met aussi un peu dans le domaine, ça attise votre curiosité pour que vous puissiez aller aussi chercher d'autres choses par vous-même. Dans tous les cas, c'est hyper bien. Mais n'hésitez pas si vous avez des idées, des besoins. C'est vraiment le propre de la Fondation Adatech School. Donc, voilà. Et après, restez connectés et on essaye d'organiser des ateliers en fonction. Et surtout pour l'IA, vraiment, n'oubliez pas que c'est des technologies qui ont maximum... N'oubliez que les technologies dont on parle aujourd'hui ont maximum 3 à 4 ans. Donc, c'est nouveau pour tout le monde. C'est-à-dire que si nous, on a pu l'apprendre rapidement, c'est justement un signe pour que vous puissiez le faire aussi. D'accord. Donc, les ressources sont en ligne. On apprend tous en même temps, en tous les cas. Il n'y a pas encore d'expert qui a 15 ans d'expérience dans les technologies dont je parle aujourd'hui. Donc, vous avez totalement votre place et votre chance d'apprendre, de poser vos questions. Et vous êtes 100% légitime. Super. Merci beaucoup à tous vos retours, ça me fait super plaisir. Yes. D'ailleurs, je précise qu'il y aura aussi un petit questionnaire de satisfaction que vous recevrez directement à la fin du live. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Il y a aussi des questions sur les sujets que vous préférez voir abordés. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Et puis, ça nous permettra de faire un retour consolidé à Léa, même si les retours sont déjà hyper positifs. Et merci pour vos retours en live, du coup. Bon, j'ai l'impression que tout le monde a eu sa dose. Peut-être que tout le monde va partir manger. Franchement, merci beaucoup Léa, c'était hyper intéressant. Même pour moi, ça m'a dégrossi pas mal de choses, bien que je sois aussi dans le secteur. Donc, merci 1000 fois. Au plaisir de t'accueillir une nouvelle fois pour un atelier. Peut-être quelque chose de plus d'initiation, je sais pas, plus pratique, on verra. En tout cas, tout le monde, restez connecté. Et trop bien, j'ai l'impression que tout le monde est content, donc c'est génial. Génial. Allez tester Vercel. Victoire qui nous dit oui, initiation, s'il vous plaît. Ok, on fera quelque chose. On organise régulièrement des initiations un peu plus accessibles, peut-être moins IA aussi pour commencer sur les bases, sur vraiment du pur dev. Voilà. Merci beaucoup Léa, merci encore à tout le monde pour votre participation. Je rappelle que le replay sera envoyé automatiquement, donc si vous avez des passages à revoir, n'hésitez pas. Pensez à remplir le questionnaire de satisfaction. Et si vous avez des questions sur Adatech School, la fondation Adatech School, je vous remets le lien vers notre site, il y a toutes les informations dessus.
On a aussi des formations en alternance. Je vois qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient étudiants. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais sachez que vous pouvez intégrer l'école en cours de programme également. Donc voilà. Merci beaucoup Léa pour cette phrase de fin. on est raccord là-dessus. Bisous. Merci beaucoup, bon après-midi tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.